Écoutez, merci beaucoup à vous d'être présent aujourd'hui. C'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi. Je veux surtout remercier Daniel. Alors déjà, je dois le remercier pour plusieurs raisons. Parce qu'en tant que chercheur dans le photovoltaïque, c'est pour moi un des pères du photovoltaïque en France. Enfin, c'est la personne qui représente le photovoltaïque en France, en tout cas pour les gens de ma génération. Deuxième chose, parce que si je suis ici aujourd'hui, c'est notamment parce que j'ai fait une thèse dans le photovoltaïque qui était en collaboration avec le laboratoire dont Daniel était directeur à l'époque. La troisième raison, c'est parce que alors je travaille à Total Energy au sein de l'IPVF, l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France, et un nouvel établissement qui s'appelle Energy for Climate de l'Institut Polytechnique de Paris. Et si je suis à l'IPVF, c'est aussi grâce à Daniel, parce que Daniel a été une des personnes motrices pour la création de l'IPVF, et puis il l'a porté aussi d'un point de vue scientifique pendant un certain nombre d'années. Voilà. Donc rien que pour ça, je me dois de dire merci à Daniel. Voilà. Daniel Daniel m'impressionne beaucoup. Il est sorti de sa zone de confort aujourd'hui en vous parlant de choses qu'il maîtrise moins que d'habitude, l'électrochimie, les cellules couches minces, pour aller vers l'analyse de cycle de vie et le silicium, qui sont quand même des choses. J'ai réussi à placer un diagramme d'électrochimie. Pour en reparler d'ailleurs, parce que je l'avais étudié en thèse pour le silicium justement. Et donc, moi, je vais vous parler beaucoup plus d'évolution technologique. Je vais essayer de faire aussi attention au temps pour être sûr que tout va bien. Dans le silicium, alors je l'appelais 30 ans d'évolution technologique dans le silicium cristallin, mais en fait, on pourrait dire 60 ans, ça marche aussi, et vous allez voir pourquoi. Tout d'abord, je vous présente rapidement qui je suis et où je travaille. Donc, je travaille à Total Energy, qui en fait a une longue histoire dans l'énergie photovoltaïque. Il faut savoir que la première entité photovoltaïque de Total Energy, qui à l'époque s'appelait Total tout simplement, c'est Total Energy Développement, créé en 1972, qui après a eu un centre de recherche à Nanterre. Total Energy Développement développait des systèmes photovoltaïques, notamment pour les pays asiatiques et africains. Et puis, ça a donné Ténésol. Certains d'entre vous s'en rappelleront peut-être. Une entreprise qui, en fait, a été codétenue par Total et EDF. Déjà, vous voyez ces acteurs énergéticiens français. Et puis, par la suite, le rachat, quelque chose d'important, le rachat de SunPower chez Total Energy en 2011, qui développe des cellules et des modules très haut rendement, et encore les meilleurs du marché, en silicium en tout cas. Et depuis que je suis arrivé, je suis arrivé en 2015, il y a une énorme accélération dans le déploiement de l'électricité et des énergies bas carbone à Total Energy. Et notamment, ça se transforme dans le fait que, vous voyez, en 2017, on était à moins d'1 gigawatt d'énergie renouvelable déployée par Total Energy dans le monde. Aujourd'hui, on a des gigawatts. Alors, on n'a pas tout fait tout seul, hein. Il y a eu des rachats, par exemple. Et pour vous donner un peu les chiffres, pour 2025, il y a attendu 35 gigawatts, dont une grande partie sera du solaire. Et en 2030, c'est 100 gigawatts. Donc, ça veut dire à peu près rajouter 6 gigawatts développés par an. C'est assez monstrueux, mais ça vous donne une idée aussi de ce que c'est la transition énergétique dans le monde. Et puis, plus clairement, alors ça c'est les objectifs, on va dire, au niveau du déploiement. Nous, au niveau de la R&D, qu'est-ce qu'on fait ? On développe des solutions qui permettent d'accélérer le déploiement de l'énergie solaire, d'améliorer la qualité des fermes solaires et réduire les coûts. Alors, les documents, les diapos sont en anglais, c'est un peu mon habitude de travail, puis ça permettra une dissémination plus large, avec le disque en français. On travaille sur mieux estimer la ressource. Par exemple, ça a été la présentation de Philippe Blanc, le premier séminaire. Et pour ça, on travaille beaucoup avec I4C et le LMD. Mieux sélectionner les composants, avoir une veille active sur ce qui se passe, contribuer au développement des technologies émergentes. Ça, c'est ce qu'on fait avec l'IPVF, les cellules et modules tandem. On construit des démonstrateurs et on assure aussi leur performance. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire notamment avec le Kiri au Qatar. Et puis, moi, quelque chose dont je m'occupe beaucoup, c'est de travailler sur la partie de la soutenabilité, le développement durable du PV. Et c'est justement éviter les conflits d'usage. Aujourd'hui, je travaille beaucoup sur ces nouveaux sujets qui sont l'agrivoltaïsme, le développement sur du PV flottant, et où on utilise et puis aussi s'assurer du recyclage. Et ce qu'on va aussi voir arriver, c'est ce que nous, on appelle le repowering, c'est-à-dire que les anciennes centrales
vont arriver en fin de vie à un moment et on va remettre des nouvelles centrales à la place qui vont être plus performantes. Voilà. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Daniel m'a demandé de faire un petit point sur la partie qu'est-ce qu'est l'industrie du photovoltaïque aujourd'hui. On dit c'est 95% de silicium cristallin, 95% de 150 gigawatts produits en 2020 et on attend en 2022 plus de 200 gigawatts produits de photovoltaïque. C'est monstrueux et ça continue à croître. C'est principalement du silicium. Vous pouvez voir qu'initialement, il y a eu un boom aux alentours de 2008. On va en parler un peu tout à l'heure. Les couches minces, c'est ce dont vous parlera beaucoup les cours suivants. Moi, je vais vous parler principalement du silicium. Aujourd'hui, je vais même me focuser principalement sur le silicium monocristallin, parce qu'en fait, on voit que même si au début, le driver, ça a été le silicium multi, aujourd'hui, il est en train de disparaître. Et dans le mono, il va y avoir monocristallin et monolaïque aussi. Monolaïque ou monocast, en fonction de qui le fait. Monolaïque, je pense que c'est une marque déposée par Photowatt, probablement. Et donc, pour vous rendre compte aussi, aujourd'hui, qui est-ce qui fabrique et qui installe massivement du photovoltaïque? C'est l'Asie, et notamment la Chine et le reste de l'Asie. Voilà. Donc, production et marché est énormément en Asie aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver partout. Durant ces dernières années, il y a eu deux technologies qui ont été les reines du déploiement du photovoltaïque silicium cristallin dans le monde. C'est ce qu'on appelle l'ALBSF pour Aluminum Back Surface Field, et on va pas mal en parler pendant ce cours-là. Et la PERC pour Passive Emitter Rear Contact, qui est cette structure ici, et qui obtiennent un rendement de 20% dans l'industrie. Et ici, on est à peu près à 22,5%. C'est encore en train d'augmenter doucement. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est montrer en fait d'où ça provient. C'est qu'on a ces architectures de cellules, elles ont été déployées et appliquées pour la première fois dans les laboratoires dans les années 80. Donc 85, de mémoire 84, et celui-là 90. La LBSF a parcouru le temps et est en train de se faire remplacer doucement par la PERC. Et la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on mette 30 ans à faire émerger la PERC, notamment qui est arrivée en 90. En fait, pendant ces 30 ans, on a travaillé. On a travaillé au laboratoire, on a travaillé dans l'industrie. Et on peut dire qu'on a commencé à travailler avec des cellules de type P. Alors pour la petite histoire, en fait, les premières cellules photovoltaïques silicium, c'est du type N, et on est passé sur du type P parce qu'elles tenaient mieux aux radiations spatiales. Si tu regardes les premières structures, c'est du type N. Et après, on est repassé au type P, c'est principalement de la tenue aux radiations spatiales. Ça tombe bien, le microélect, c'est principalement des wafers de type P, il me semble. Aussi, donc en plus, on a pu bénéficier de ce qui existait déjà. Et puis finalement, donc on a vu apparaître des nouvelles jonctions, donc ALBSF, la PERC, des wafers de type P, donc positif ou négatif, la PERT. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous voulez poser des questions sur les architectures de cellules, en plus on a un super tableau derrière, on va pouvoir faire des choses derrière. Grosse chose qui est arrivée, on va en parler, c'est l'arrivée de la bifacialité, c'est-à-dire que les cellules, maintenant, on peut faire absorber la lumière par la face arrière aussi. À peu près en même temps, non, même d'ailleurs c'était avant, j'aurais dû faire apparaître avant, il y a les cellules back contact, notamment celles de SunPower, qui ont été initialement déployées pour inventer et pour faire de la concentration solaire sur silicium, mais qui donnent les meilleurs rendements dans l'industrie. Et puis on a vu apparaître les hétérojonctions, dont vous a parlé Daniel, et notamment des diagrammes de bande de la semaine dernière, et donc vous parlera probablement Perry aussi. Et puis les dernières choses qu'on voit apparaître, c'est ce qu'on appelle les TOPCon, c'est des contacts passivants, on va en parler aussi, qui vont aussi devenir, qui sont systématiquement bifaciales, et on va arriver vers des cellules avec des contacts face arrière, avec des contacts passivants, et c'est à peu près le fil de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Pour vous rendre compte d'un point de vue marché, qu'est-ce que ça veut dire? On voit la LBSF, qui est la barre bleue, qui est en train de disparaître, parce qu'en fait, on a atteint un niveau de rendement et ça devient moins rentable de déployer de la LBSF plutôt que de déployer de la PERC ou des TOPCon. Ici, c'est un grand mélange. Je vous ai remis les petites figures à côté pour que vous imaginiez ce que c'est. Et puis, on voit que l'hétérojonction est en train de gagner du terrain. Les IBC, c'est les contacts face arrière,
qui seront à contact passivant ici. Et puis, la petite ligne que vous voyez en haut, là, c'est les tandems. On voit déjà des prévisions de faire apparaître des cellules, des modules tandem, parce qu'en fait, quand on vend des choses, c'est des modules, hein, pas des cellules, d'ici 2025. Voilà. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille très très fortement dans les laboratoires de recherche. Je reprends un petit peu les courbes de rendement que vous avez pu voir, que vous a montré Daniel, je pense, alors vous avez pu le voir dans la leçon inaugurale, où on voit les évolutions de rendement en laboratoire. Donc, des cellules non passivées qui vont plafonner. On va arriver avec des cellules type ALBSF, des cellules PERC, des contacts passivants. Ce qui est intéressant à voir, c'est que dans l'industrie, donc c'est la partie qui est ici, en fait, on voit on a une augmentation de rendement qui est à peu près de 0,6% en absolu par an. Donc tous les ans, les cellules et les modules gagnent 0,6% de rendement. On voit qu'on arrive on bloque un peu pour la LBSF à partir d'une année, paf, c'est la PERC qui va prendre le relais. Qu'est-ce qui se passe? On va bloquer un moment pour la PERC, paf, on va arriver avec le contact passif. La chose la plus importante à voir, c'est qu'en fait, pour arriver de ces 20% à LBSF en labo à 20% à LBSF industriel, il a fallu 30 ans à peu près. Pour les PERC, c'est pareil en fait, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Aujourd'hui, les courbes de croissance sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus collées, et le transfert industriel se fait beaucoup plus vite. Et on est même à des moments où c'est l'industrie qui va, sur certaines lignes pilotes et R&D, driver, être moteur pour le développement des nouvelles technologies. Et donc là, on est plutôt sur des temps de passage de laboratoire à l'industrie de 10 à 5 ans. Voilà, ça, et ça, c'est un message, c'est que ça va de plus en plus vite. Alors, dans le silicium, on arrive à le faire facilement parce qu'on maîtrise bien ce matériau, il y a la microélectronique derrière, il y a plein de choses dont on profite. On va voir comment ça se passe pour les tandems derrière, parce que ça, c'est quand même quelque chose, un plus grand inconnu, en tout cas. Notamment si on va parler de perovskite, dont vous allez parler dans 2 semaines, si je me souviens bien. Voilà. Finalement, l'exposé il va être articulé en 3 parties, et c'est les 3 étapes nécessaires pour qu'une cellule solaire soit performante. Première chose, elle doit absorber des photons et les convertir en photoporteurs. Donc, c'est la fameuse montée de l'électron de la bande de valence à la bande de conduction. Puis, ces photoporteurs, quand on a notre électron qui est excité, faut éviter qu'il vienne se désexciter. Donc, ça veut dire qu'il faut séparer cet électron et ce trou qui sont en interaction coulombienne, donc une interaction électrostatique, le plus vite possible. C'est pour ça qu'on crée ces jonctions PN. En fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'est pas obligé de faire une jonction PN dans une cellule. Et ça, c'est aussi, on peut l'expliquer via les potentiels chimiques. Et transférer ces charges vers les contacts. Puis, il faut les extraire du matériau via des contacts métalliques. Et puis après, ils vont faire leur petite vie dans le circuit électrique. Mais il faut éviter aussi qu'il y ait des pertes dans le circuit électrique. Le circuit électrique, il commence à l'échelle du module parce qu'il y a des contacts de cellule à cellule. Dans le silicium, en gros, le rendement maximum théorique, il va être en vrai de 29,1%. On va voir qu'en plus, ce qui est pas mal, c'est que théoriquement parlant, c'est pour des épaisseurs de 100 microns. Encore une chose, c'est très important pour l'aspect soutenabilité. Aujourd'hui, on est sur des épaisseurs plus fines et plus épaisses de wafer. Donc, plus on va les faire du fin, moins on va utiliser de matériaux, moins on va avoir une empreinte carbone élevée, plus on va avoir d'énergie produite par quantité de matériaux utilisés initialement. Et puis, le record qui a été vraiment fait aujourd'hui en laboratoire, en fait, sur des chaînes presque pré-industrielles, enfin des lignes pilotes ou R&D industrielles, c'est 26,63%. Où en fait, ils nous disent qu'eux, ils voient une limite pratique à 27,1%. Donc on voit qu'on n'est vraiment pas loin. Et que de manière plus réaliste, très probablement, on va arriver à une limite de 26,8%. Ça fait déjà quelques années, c'était en 2017. Il n'y a personne qui a fait mieux que le 26,63%. Tout le monde est un peu concentré sur soit le transfert industriel, soit préparer la suite, et notamment avec les tandems. Donc pour faire ça, première chose, c'est de capturer les photons. Le silicium est ce qu'on appelle un faible absorbeur, un mauvais absorbeur de lumière, comparé aux couches minces en tout cas, qui peuvent absorber très effectivement des photons sur une épaisseur très fine de quelques microns, ou même centaines de nanomètres,
Dans le silicium, il faut plusieurs dizaines, voire une centaine de microns. On l'a vu, la théorie maximale, c'est celle-là. On peut développer un photocourant de presque 44 mA. Mais pour arriver à faire ça, dans un wafer même de 100 microns, il faut que la lumière soit capturée le plus possible dans le wafer. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir notre wafer de silicium, on va avoir la lumière qui va rentrer ici, elle va faire un premier passage, elle va passer à travers, et puis les photons qui ont pu être absorbés, ils sont absorbés, et ceux qui n'ont pas pu, ils ne sont pas pu. Jean-François a dû vous en parler un petit peu de ça la semaine dernière. Puis finalement, quand on met un réflecteur en face arrière, un miroir, on a un aller-retour. Et en fait, nous, on est plutôt dans le silicium autour d'approches, pour aller le plus possible vers les approches dites lambertiennes, c'est comment arriver à faire presque 50 passes dans le wafer. Donc les rayons lumineux, ils peuvent passer jusqu'à 50 fois dans le wafer pour donner une probabilité aux photons d'être absorbés, notamment aux photons qui sont peu énergétiques et donc proches du bandgap du silicium. La question, c'est comment est-ce qu'on fait ça industriellement ? On fait ça de plusieurs manières. Déjà, le courant photogénéré, il dépend du bandgap du matériau. Donc là, on parle du silicium, donc c'est 1,12 électronvolts. De l'épaisseur, donc ça, on voit qu'on peut faire changer l'épaisseur du wafer. Puis après, on va appliquer deux choses. Des couches d'anti-reflet qui vont éviter que la lumière soit réfléchie parce qu'il y a une différence d'indice trop importante entre le silicium et l'air. Ça, je ne vais pas vous en parler, mais peut-être que Perret vous en parlera. Et des schémas de ce qu'on appelle du light trapping. Donc, comment on fait pour piéger les rayons lumineux qui sont rentrés pour qu'ils ne ressortent pas avant d'être passés 50 fois. Comment on a fait ça dans le silicium? On a utilisé les propriétés du matériau. Le silicium cristallin, il a une structure cristalline qui est cubique face centrée. Ce qui se passe, que du coup, il y a des plans cristallins que vous pouvez avoir ici. C'est les plans cristallins qu'on appelle les 1,1,0,0, 1,1,0 ou 1,1,1 qui est le diagonal. Là, j'ai représenté les plans 1,1,1 de 4 mailles cristallines côte à côte. Et on voit que quand on les redessine, on crée une pyramide quasi parfaite. En fait, on a reproduit ça parce qu'en fait, on s'est rendu compte au niveau chimique que les plans 1,1,1 ils se gravent beaucoup, beaucoup moins vite que les plans 1,0,0 dans une attaque chimique alcaline. Et donc, en utilisant typiquement du KOH, qui est une solution chimique alcaline, on va graver beaucoup, beaucoup plus vite ces plans-là, qui peuvent être aussi ceux du dessus, c'est pareil, 1,0,0, c'est toute la famille, que les plans que vous voyez ici. Et donc, on va faire apparaître naturellement ces pyramides qu'on représente ici parfaitement. Voilà. Alors, je dis ça, ça a été un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il fallait pouvoir provoquer des amorces. Et alors, pour ça, on s'est rendu compte que c'était bien d'avoir des petites bulles d'hydrogène qui se généraient naturellement, qui créaient un micromasque qui permettait un démarrage de la gravure. Et puis, on s'est rendu compte que pour que ces petites bulles aient cet aspect-là et qu'elles ne viennent pas s'étaler sur la surface, il fallait travailler sur la mouillabilité de la solution. Donc là, on est encore sur des aspects que Daniel, je pense, aimera bien. Interaction liquide, matériaux solides, et où on voit qu'en fait, par exemple, en ajoutant de l'IPA, donc un alcool, on va réussir à travailler sur cette mouillabilité et faire que ça se grave selon cette orientation cristalline. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc là, on a quasiment notre light trapping maximum dans le silicium. Alors, en vrai, il n'est pas optimal, on essaie de l'améliorer. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, notamment dans nos équipes. On se dit, en fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour encore améliorer la performance des cellules solaires? Il y a une idée qui est très simple et qui est assez vieille, qui date typiquement de 66. Enfin, c'est la première phrase que j'en ai trouvée, en fait, en tout cas, par exemple, comme sur un brevet, c'est d'utiliser la bifacialité des cellules. Ça veut dire que dans certains cas, alors c'est sur des panneaux solaires sur votre toit, qui sont en contact avec votre toit, vous ne pourrez pas collecter de la lumière par la face arrière. Mais par exemple, sur des fermes solaires, c'est très souvent possible de récupérer de la lumière qui est réfléchie par le sol, par l'autre côté. Et ça a été rendu possible, notamment parce qu'on a déployé des nouvelles architectures de cellules, notamment la PERC ou les TOPCon, qui n'ont pas des métallisations sur toute la face arrière comme l'avait la LBSF, et donc qui permettent de capturer la lumière. Tout ça, ça a aussi nécessité de développement de nouveaux procédés de fabrication.
des bains chimiques en ligne pour pouvoir faire des attaques chimiques au lieu de les faire dans des bains globaux, où on essaie de tremper les wafers. Là, on fait affleurer le wafer sur un bain chimique. Le laser, pour moi, qui est une innovation majeure venant de l'optique, on arrive à faire des procédés, des ouvertures de couches nanométriques avec des précisions de quelques microns à des vitesses de 1 wafer par seconde, quasiment. Il faut se rendre compte que la fabrication des cellules solaires dans le silicium, aujourd'hui, on fabrique 6000 cellules par heure sur la chaîne de fabrication. Alors, pour vous donner un ordre d'idée à quel point c'est rapide. Et puis, des approches de métallisation avancée qui permettent de s'aligner avec les ouvertures laser. On va en parler parce qu'en fait, vu qu'on ne veut plus métalliser partout, il faut qu'on aille métalliser à l'endroit où on a ouvert les contacts. Mais ça, je vais vous en parler un peu tout à l'heure. D'un point de vue soutenabilité, ce qui est très important, c'est que aussi, ça a permis de réduire la quantité de métal. On a bien vu que le métal, en fait, c'est quelque chose la ressource est importante. Si on veut déployer le photovoltaïque à l'échelle du terawatt, chaque milligramme de matériaux va compter. Et donc là, typiquement, on a réduit l'aluminium qui est déposé de 1,6 g à 0,15 g. D'ailleurs, ça date de 2017. Les valeurs sont plus très bonnes. On est déjà à beaucoup moins que ça. Et si vous regardez ici, ça vous donne une idée des échelles. Ça, c'est une PERC en 2011 avec une métallisation complète. Et là, vous voyez la quantité de métal par rapport à côté. Les échelles sont normalement les mêmes. Qu'est-ce que ça apporte la bifacialité? Je dis, l'idée, c'est de photogénérer plus de courant. Et donc, pour vous donner un ordre de grandeur, par exemple, une cellule solaire fabriquée par l'IMEC, qui a un rendement de 23% quand on l'éclaire par la face avant, si on rajoute 15% de la lumière incidente de la face avant qui arrive en plus par la face arrière, donc en gros, au total, on a 115% de la lumière globale qui arrive, 15%, c'est à peu près la réflexion de l'herbe. Voilà. Donc une centrale solaire, des modules bifaciaux, l'herbe, elle va réfléchir 15-20%. Donc on peut collecter cette lumière tout à fait naturellement, il n'y a rien de fou. Ça fait que cette cellule-là, au lieu d'avoir un rendement de 23%, elle a un rendement de 26%. Donc on est déjà à des rendements bien plus élevés que ceux que je vous ai montrés qu'on montre dans les courbes records, en fait, parce qu'en fait, ça, c'est des mesures standardisées. Bon, là, je vous ai parlé de comment est-ce qu'on photogénère, comment on a réussi à faire pour capturer la lumière et puis photogénérer plus que ce qu'on faisait initialement. Maintenant, je vais vous parler de qualité de matériaux, qui est extrêmement importante, et puis d'épaisseur des wafers. Ça, je vais passer très vite, parce que Daniel vous en a pas mal parlé. Donc, ça va être très pratique pour gagner un peu de temps, et laisser beaucoup plus de temps aux échanges. Notre cellule solaire, c'est un seau. Notre cellule solaire, le seau, il permet de collecter l'eau. Nous, on collecte des photons avec. Donc, notre matériau, le silicium, naturellement, c'est un semi-conducteur, il absorbe de la lumière. J'ai un wafer, je laisse du silicium, le polysilicium, les grains que vous montrez, les cristaux que vous montrez Daniel, ils absorbent de la lumière. C'est pour ça qu'ils apparaissent gris aussi. Cependant, c'est un matériau c'est un seau qui a plein de trous. Et nous, notre boulot, globalement, c'est notamment d'arriver à voir quel est le trou qui fuit le plus, et puis au fur et à mesure, on corrige les erreurs. Daniel vous a parlé des défauts, des impuretés dans le silicium. Alors, ça paraît rien parce qu'on disait on est à des approches de 6N, 7N, donc des taux de pureté énormes. En fait, il faut se rendre compte qu'une toute petite impureté a une importance. Et c'est aussi pour ça qu'on va de plus en plus vers le monocristallin, parce que aussi les architectures de cellules aujourd'hui sont de moins en moins tolérantes aux défauts. Qu'est-ce qu'on a comme défaut? On a par exemple un endroit où il y a une disruption du réseau. Et là, on va espérer que soit ça va être passivé avec de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est notre grand ami avec le silicium. Puis on va voir aussi que ça devient quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à manager. Et puis, par exemple, de l'oxygène. L'oxygène, parce que les procédés que vous a expliqué Daniel, par exemple le tirage Czochralski, il y a de l'oxygène. Même si c'est une très faible quantité, cette très faible quantité d'oxygène, elle crée des défauts. Ces défauts-là, ils vont créer des centres de recombinaison. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un photoporteur qui va être généré ici par un photon qui est absorbé dans le silicium. Il va aller directement à l'endroit où c'est faible. Et donc, à cet endroit-là, c'est un électron qui n'est pas généré. Les grosses surfaces aussi, c'est des défauts importants pour nous. Parce que c'est des interruptions du réseau, et c'est pour ça qu'on va travailler sur de la passivation de la surface. On va en parler dans la section d'après. Là, je vais vous parler principalement de deux types de défauts, les impuretés métalliques, parce que dans les croissances du silicium dont vous a parlé Daniel, donc ça, je n'ai pas besoin de vous en parler, c'est super, il y a des impuretés métalliques.
Ce que je vais juste vous dire ici, c'est que Daniel vous a expliqué, donc là on était sur des lingots qui peuvent faire presque une tonne maintenant, hein. Et en fait, un des trucs qui s'est passé dans ces dernières années, moi je me souviens, j'ai fait mon stage ingénieur à Soitec, qui est une entreprise qui fait des wafers de silicium pour la microélectronique, une technologie française, spécialisée maintenant qui va être dans quasiment tous les téléphones, dans toutes les puces électroniques, le Silicon on Insulator. À l'époque, quand on cassait un wafer, on mettait dans une petite boîte qui avait marqué photovoltaïque dessus. Et donc, le PV utilisait les rebuts de la microélectronique. Le problème, c'est que nous, on n'a pas les mêmes métriques que la microélectronique. Pour la microélectronique, le temps de vie des photoporteurs, donc le temps entre qu'un photoporteur est généré et le temps qu'on lui laisse pour qu'il puisse être collecté, c'est pas tellement important parce que dans la microélectronique, ce qui est important, c'est la mobilité du porteur entre deux zones dopées dans le canal du transistor, globalement. Nous, on a développé beaucoup de connaissances sur la qualité du matériau et une filière dédiée avec des qualités de matériaux et notamment des temps de vie des photoporteurs dans le silicium qui sont importants. Vous allez en revoir parler des temps de vie des photoporteurs avec les perovskites et je suis à peu près sûr, ça, et dans les couches minces. Vous verrez qu'il y a des ordres de grandeur. Nous, on est de l'ordre de la milliseconde ou de la dizaine de millisecondes. Et ce qui s'est passé, c'est que nous, on a beaucoup travaillé pour augmenter la taille des wafers. Et en fait, ça a été très important. En 2006, il y a une norme qui a un peu arrivé. C'est ces wafers de cette taille-là, 156 mm par 156 mm. Ça a permis de réduire des coûts très fortement par de la normalisation. Et puis, on est dans une époque en ce moment où on est en train de se diversifier avec des tailles de toutes les... avec une zoologie de taille. Et c'est un peu compliqué pour la standardisation de la taille des objets à la fin. Mais on va en reparler derrière. Côté impureté du silicium, on voit que dans ces deux papiers, donc soit pour des siliciums de type P, soit de type N, quel est l'impact sur les baisses de rendement en normalisé en fonction de la concentration d'impuretés. Et donc on voit que le silicium n'est pas tolérant du tout de la même manière aux différentes impuretés, notamment une qui nous impacte beaucoup, nous, ça va être le fer, ici, le cuivre, le nickel, l'aluminium, parce qu'en fait, en plus, on les utilise dans nos procédés de fabrication, donc il faut faire attention à ça. Il faut avoir des bonnes barrières. Et notamment, quand on a des défauts métalliques, des impuretés métalliques, ça crée des centres de recombinaison et ça réduit le temps de vie des photoporteurs et donc ça réduit le rendement. Pour pallier ça, je pourrais rentrer un peu dans des détails là-dessus par la suite s'il y a des questions. On a développé aussi des approches de gathering, c'est-à-dire de comment on fait pour désactiver ces défauts dans le silicium, notamment par des étapes haute température et d'autres approches aussi qui viennent capturer les défauts. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dans le silicium et c'est aussi quelque chose qui pourrait faire la différence, dans mon opinion, et ça, je suis très curieux de voir comment ça va se développer, entre les hétérojonctions de manière industrielle et les TOPCon. Parce qu'on a un procédé qui est basse température, l'hétérojonction, et les TOPCon, qui est un procédé qui utilise des étapes de diffusion ou de très haute température. Et ça, c'est une différence majeure entre les deux approches. Finalement, l'autre défaut que je vous avais mis initialement, c'était l'oxygène. Alors, ce qui est paradoxal, parce que si le silicium s'est déployé, pour moi, dans la microélectronique, c'est grâce à ses propriétés, mais en fait, le germanium, qui est sur la même colonne, a des propriétés de mobilité aussi bonnes, voire meilleures. C'est un plus petit bandgap, le germanium, donc ça aurait été encore plus agréable au niveau photogénération. Mais c'est grâce à la qualité de son oxyde. Mais nous, des petites quantités d'impuretés d'oxyde dans le silicium, ça nous dérange. Et en fait, il y a quelque chose qui est assez paradoxal, c'est qu'on a vu apparaître un défaut qui s'appelle le light-induced degradation, qui a été vu en 1973. Et en fait, des cellules mises à la lumière perdaient du rendement au fur et à mesure. Puis ils se sont rendus compte qu'en laissant dans le noir et en chauffant à 200 degrés, ils réexposaient les cellules à la lumière, il n'y avait plus de défaut. Et en fait, ça, c'est lié à l'interaction de l'oxygène avec le bore. Et je vous rappelle que le bore, c'est le dopant du silicium pour faire du type P. Donc, et qui viennent en fait créer des centres de recombinaison. Donc, je vous fais l'histoire de manière un petit peu courte. On a réussi à résoudre ce problème, notamment aujourd'hui, en changeant de dopeur. On va sur la même colonne. Au lieu du bore, on va sur la ligne du dessous, on prend du gallium et on remplace le bore par le gallium dans le dopage de silicium.
Mais bon, maintenant aussi, on s'est aperçu que ce bore, il commence à avoir des interactions avec l'hydrogène. Les liaisons bore-oxygène vont avoir des interactions avec l'hydrogène, et l'hydrogène, il y en a de plus en plus dans le silicium, notamment via les couches de passivation, dont on va parler tout de suite. Finalement, c'était juste pour dire, Daniel en a parlé en fait sur la consommation des wafers. On a développé du sillage, donc on a des wafers qui font à peu près 180 microns d'épaisseur en 2015 à peu près, c'est ça. Et je vous disais, la théorie dit que en fait, l'optimum c'est aux alentours de 100 microns pour avoir les rendements maximum dans le silicium. Et en utiliser moins de matériaux, c'est aussi mieux pour la planète, globalement. On utilisera moins de ressources. Ça a été permis par une innovation technologique, alors qui ne paraît pas très sexy comme ça, mais c'est qu'on a modifié les modes de découpe, et au lieu de passer sur un fil de découpe métallique, et on mettait une sauce chimique qui contenait des particules, ce qu'on appelle un slurry, on a remplacé ça par un fil qui a des petits diamants dessus, qui sont collés avec du nickel, et ça permet d'aller beaucoup plus vite dans les découpes, de perdre beaucoup moins de matériaux, et aussi, on a une meilleure homogénéité de la découpe, donc de faire des wafers plus fins. Donc en fait, on utilise beaucoup mieux le lingot qui a été cru avant, d'une certaine manière. Et ça a été majeur dans le photovoltaïque, parce que ce que vous pouvez voir ici, c'est en violet la partie violet et bleu, l'impact du wafer sur les variations de coût. Et ce qu'il faut voir, c'est que voilà, on est passé d'épaisseur de 180 microns de wafer à 160-150 microns en fonction du type. Voilà, ça, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On a divisé par 2 les pertes. Le KERF, c'est la perte de matériaux. Alors qu'on essaie de recycler quand même, mais ce n'est pas si simple que ça. D'ailleurs, Rossi Solar, qui va ouvrir son usine de recyclage à Namur, est aussi spécialiste du recyclage du KERF. Voilà. Donc ça, c'est très très chouette aussi qu'il y ait une deuxième usine de recyclage de modules PV qui se développe en France. Il faut se rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ont des usines de recyclage spécifiquement du PV pour améliorer ça. Je me permets de cette petite digression par rapport à l'exploit de Daniel, parce que c'est quand même un point très très enthousiasmant pour toute la filière. Et donc, du coup, ça permet de réduire le coût du silicium et du wafering de 18,5 centimes de dollars en 2025 vers 4 dollars. Donc, vous voyez, on a plus que divisé par 3. Donc, ça, pour vous donner un ordre d'idée, l'impact, il n'est pas du tout négligeable. Finalement, je vais finir mon exposé sur la partie... maintenant, on a créé des photoporteurs. On leur a permis d'être transportés dans le silicium. Maintenant, il faut qu'on les extrait. Et pour ça, on a des contacts. Initialement, on est parti sur la LBSF qui a une approche assez simple, qui est de dire on va avoir un contact face arrière complet, qui va être un métal, ça va être de l'aluminium, une zone d'OPP+, qui va être faite de fabrication métallurgique, ça je vous expliquerai comment, et qui permet de créer un effet de champ pour renvoyer les électrons vers la face avant, et la face avant, elle a la jonction PN, donc elle renvoie les trous vers la face arrière. Comme ça, on collecte les électrons vers la face avant, les trous vers la face arrière. Et si vous voulez le voir en diagramme de bande, il faut voir les trous comme des petites bulles, ça remonte, les électrons, ils descendent la pente. Ça a été fait avec, et ça, moi je trouve ça, je suis un ingénieur matériaux à la base, c'était fait par des approches métallurgiques. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la métallurgie? On prend des diagrammes de phase, donc là, l'aluminium-silicium. Donc, on a la température de fusion de l'aluminium, celle du silicium, et un eutectique ici, qui est un petit point particulier. Donc, quand on fabrique notre cellule à LBSF, pour simplifier les étapes de fabrication, en fait, on a utilisé la force de ça. C'est-à-dire qu'on dépose un contact, on dépose de l'aluminium sous forme de petites billes, en gros. On va faire un recuit à très haute température, enfin très haute, 800 degrés, donc par là. Pendant quelques secondes, c'est ce qu'on appelle le firing. Donc c'est comme un four à pizza industriel. Ça va commencer par de la diffusion du silicium vers l'aluminium, parce que la diffusion est plus importante. Bon, ça, c'est un petit détail. Puis, dès qu'il va y avoir fusion de l'aluminium, ça va s'équilibrer. L'aluminium va diffuser aussi dans le silicium ici. Et quand on va refroidir,
ça va laisser une zone qu'on appelle le BSF, qui est en fait une zone de silicium dopé à l'aluminium, donc dopé P++, donc très fortement dopé de manière positive, donc qui a créé cet effet de champ dont on vous parlait tout à l'heure. Une zone avec un eutectique, donc la composition de ce point ici, et puis derrière le métal aluminium sur lequel on va pouvoir prendre des contacts. Voilà. Bon, on s'est rendu compte que quand on a mené ces ALBSF à 20% de rendement, que ça, c'est une courbe de courant de recombinaison. Donc, plus le courant de recombinaison il est important, donc là, ce qui est important de regarder, c'est au VMPP, donc c'est le point de fonctionnement maximal de la cellule. Plus le courant il est important, plus la recombinaison elle est forte. Vous vous rappelez, je vous parlais de l'analogie du seau. Bah là, mon trou le plus gros dans le seau, c'est le BSF. Donc, on a dit, bah, en fait, le BSF, il faut le remplacer. Il ne faut plus qu'il soit sur toute la surface. Et c'est là qu'est apparue la PERC. Où on a dit, bah, au lieu d'avoir cet alliage métallique, le contact métallique aluminium-silicium, il est bon parce qu'il crée un effet de champ, mais il ne crée pas de passivation chimique. Et pour créer cette passivation chimique, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un diélectrique. Et c'est la naissance de la PERC. Ça doit être à peu près le raisonnement qu'a dû avoir l'équipe de Martin Green dans les années 80, quand ils ont voulu développer cette cellule, en disant, bah, quels sont les mécanismes de recombinaison? Bah, en fait, on va passiver avec un diélectrique. Et puis c'est très simple, en fait, on passive avec un diélectrique. Alors là, on utilise un stack, un empilement aluminium, oxyde d'aluminium qui va faire entre 6 et 20 nanomètres d'épaisseur, donc c'est pas grand-chose. Et puis du nitrure de silicium, qui est aussi sur la face avant, ça déposé par plasma. Perry vous parlera beaucoup de la PECVD la semaine prochaine, donc je n'ai pas besoin de m'attarder trop dessus. Et puis on dit, bah, en fait, on va refaire de la LBSF, mais très très localement, donc sur quelques pourcents de la surface, pour permettre ici aux photoporteurs d'être collectés. Voilà. Donc c'est ce que vous pouvez voir ici. Donc ça, c'est des défauts quand on fait ça pas bien. Bah, le tectique se forme et il est réabsorbé dans la couche d'aluminium. Et quand ça se fait bien, bah, en fait, on voit notre contact métallique ici, et puis ici, l'eutectique, en fait, ça c'est vraiment la tête morphologique de l'eutectique. Et puis, bah, on a refait pareil. On a fait, bon, bah, maintenant, c'est quoi le plus gros trou du seau? Bah, le plus gros trou du seau, on s'est rendu compte que bah, c'était encore ce contact métallique. Donc, on s'est dit, bah, maintenant, il faut qu'on le remplace. Il ne faut plus qu'il y ait de contact métallique. Et c'est ce qu'on appelle les contacts passivants. Donc là, on travaille, et c'est la renaissance des diagrammes de bande, comme vous expliquait Daniel la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on va travailler sur comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une couche qui passive. Donc généralement, c'est un oxyde, ou c'est un matériau grand gap, ou ça peut être une hétérojonction, le silicium amorphe non dopé. Et nos photoporteurs, donc soit là l'électron qui va être envoyé, ça c'est l'hétérojonction et l'électron qui passe, le trou, pardon. Soit on va avoir un oxyde, par exemple, et qui va passer par un effet tunnel. Donc l'effet tunnel, ça voudra dire que normalement, c'est un matériau qui est isolant, les charges ne devraient pas passer à travers, mais en fait, c'est tellement fin que en fait, les charges passent. Et quand on regarde ça, bah, c'est les images que vous voyez ici. Par exemple, là, l'oxyde de tunnel, il fait à peu près 1 nanomètre. Donc là, vous voyez le silicium cristallin, l'oxyde tunnel qui va passiver chimiquement, et là, une couche très fortement dopée de silicium amorphe ou nanocristallin. En fait, c'est vraiment du nanocristallin plutôt, dopé, qui va créer qui va distordre les bandes électroniques, et notamment, pardon, excusez-moi, et qui va créer cet effet de champ, voilà, et renvoyer les photoporteurs. Ou alors l'hétérojonction, où là, on n'utilise pas une couche tunnel, mais on utilise l'asymétrie des bandes gap entre le silicium et le silicium cristallin et le silicium amorphe pour créer encore une fois cet effet de champ et le fait de renvoyer les électrons ici vers la face arrière et les trous vers la face avant. Voilà. Et donc je vous remettais le petit schéma que vous voyez pour vous rendre compte que en fait, ici quand vous voyez PERC, il faut que vous compreniez que ça va être TopCon en fait, très probablement. Donc ça va être en partie des contacts passifs. Finalement, un tout petit détail, mais qui est important, c'est de dire qu'on a augmenté la taille des wafers, donc on augmente le courant généré par une cellule solaire. Et donc en fait, on augmente les pertes résistives par effet Joule. RI carré. Donc le courant qui augmente, bah, c'est multiplié par 4, enfin si on double, c'est multiplié par 4 au niveau des pertes. Et donc pour ça, on s'est rendu compte que qu'est-ce qu'on avait comme approche assez simple? Bah, c'était de découper les wafers et les cellules en 2 ou en 3.
Et donc on divise par 2, on réduit par 2 ou 3 le courant, et donc on se retrouve dans des grandeurs qu'on sait manipuler. Alors on utilisait de la découpe infrarouge, et qui laissait beaucoup de défauts sur les wafers. Et ça, le problème, c'est qu'on arrive avec des architectures de cellules aujourd'hui qui sont plus tolérantes à ces défauts. Elles sont tellement performantes, elles ont des longueurs de diffusion, donc de l'ordre du millimètre, que si vous voyez ce défaut sur un bord du wafer, il faut vous dire que le millimètre tout autour du wafer, c'est de la zone morte. C'est de la zone qui ne va pas permettre de produire de l'électricité. Et ça, c'est plus acceptable, en fait. On est à ce degré de perfection. Voilà. Et donc, on a créé il y a eu des méthodes qui ont été développées de découpe laser qui recréent le clivage du wafer en amorçant une chauffe thermique, et derrière on refroidit. Et donc en fait, ça crée avec la différence de coefficient de dilatation thermique, la différence de chaleur, ça propage une fracture et ça fait une découpe très très fine. Le dernier point pour faire aussi le lien avec ce qui va arriver d'ici trois sessions, c'est donc la session d'Anne sur les systèmes. Je voulais parler des modules. Aujourd'hui, les modules vivent aussi, l'assemblage des cellules dans les modules vivent aussi une évolution majeure. Dans un premier temps, on a dit qu'il fallait réduire l'ombrage créé par les contacts métalliques que vous pouvez voir ici. Et donc, on s'est dit, on va texturer les rubans. Donc là, c'est avec des petites pyramides. On le faisait déjà sur les wafers. Pourquoi on ne le ferait pas sur les rubans métalliques? Parce qu'on ne voulait pas perdre cette lumière-là. Donc là, au moins, elle est réfléchie, elle est captée par le silicium. Puis finalement, on est plutôt sur des approches aujourd'hui où on utilise des fils et des sphères, enfin des cylindres, qui permettent de beaucoup mieux capturer la lumière. Il y en a qui ont voulu faire des triangles aussi, mais je crois que ça se fait un petit peu aussi. Et puis après, l'autre chose, c'est qu'on dit le module, jusqu'à présent, entre les cellules, il y avait à peu près 3 mm de distance entre chaque cellule. Ces 3 mm, c'est de l'espace perdu. Donc c'est de la puissance du soleil qu'on ne capture pas. Et donc là, on est en train de travailler sur des systèmes qui permettent de quasiment plus avoir d'espace entre les cellules. Voilà. Donc ça, c'est des choses industrielles. Voilà. Pour finir, je voudrais conclure sur quelques messages qui me paraissent clés. Vous avez vu cette courbe qui est ce qu'on appelle la learning curve dans le silicium cristallin, dans le PV, de la réduction des coûts. Donc, on réduit de 20 à 25% le coût à chaque fois que la quantité cumulée de PV produit double. En fait, je vais vous parler de 3 points spécifiques sur cette courbe qui, pour moi, sont majeurs. 2004, 2008, le début de ma thèse. Non, c'était pas pour ça. Et 2012. 2004, qu'est-ce qui s'est passé? Avant, on n'avait pas de filière du silicium photovoltaïque. On utilisait du silicium d'un microélectronique, on est en concurrence. Au bout d'un moment, le photovoltaïque se développe tellement, la microélectronique aussi, qu'il y a des problèmes de ressources d'approvisionnement en polysilicium, ce dont vous a parlé aujourd'hui, Daniel, et les prix, ils augmentent très fortement. Ce qui fait qu'à ce niveau-là, les coûts, ils ne baissent plus. C'est un problème industriel, de disponibilité, de supply chain. 2008, on commence à avoir une inflexion. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2007, il y a la Chine qui a décidé d'avoir un plan solaire. Ils disent, nous, on augmentera nos capacités de photovoltaïque installées, ils ne parlaient même pas forcément de production, en fait, à 1,8 gigawatts en 2020. Et pour ça, ils disent, nous, c'est pas compliqué, on le fabriquera. Bon, un responsable d'un institut d'énergie dit, en fait, c'est petit joueur de dire 1,8 gigawatts, je suis sûr qu'on va faire beaucoup plus. Il dit, je pense qu'on peut atteindre 10 gigawatts ou un peu plus. Bon, aujourd'hui, si on regarde les chiffres, on se dit, ils se sont complètement trompés. En fait, il faut se rendre compte que tout le monde s'est trompé sur le déploiement du photovoltaïque. Et chaque année, les prévisions, elles sont plus faibles que ce qui se réalise réellement. Ça, c'est des questions de décision politique et économique. C'est-à-dire que la Chine, elle a décidé d'investir massivement sur son industrie photovoltaïque, de déployer le photovoltaïque. 2012, on vient de récupérer la learning curve. On est sur le bon point. On a ces 20%. Est-ce qu'on va continuer ici? Qcells, maintenant Hanwha Qcells, introduit la PERC dans l'industrie. Une évolution technologique, on arrivait avec... alors on n'était pas encore à 20% de rendement maximum dans la LBSF, mais on allait y arriver. Il n'y aurait pas eu d'introduction de nouvelles technologies ici. Les coûts, en fait, ils auraient probablement continué.
sur la courbe, ou peut-être pas, je me fais peut-être une erreur. Mais en tout cas, ici, maintenant, on est sur une valeur qui est beaucoup plus rapide d'apprentissage. Et ça, c'est l'impact des nouvelles technologies. Et à quel point on est capable de les amener le plus rapidement possible. Le photovoltaïque a été particulièrement bon pour moi pour aller prendre des technologies utilisées à d'autres endroits et les déployer dans l'industrie. Notamment dans le silicium, c'est quelque chose qu'on fait très bien. Certaines couches minces ou les procédés laser. Donc ici, je vous ai remis la learning curve selon les 3 zones, en fait, où on peut avoir la production en petite échelle, des problèmes d'approvisionnement, et en fait, ici, où on est en production de masse, on voit que la learning curve est plutôt à 40%. C'est à peu près les mêmes chiffres que tu avais donné, il me semble, Daniel, il y a quelques jours. Et le message final que je voudrais avoir, c'est que tout ça s'est permis seulement par une très très forte collaboration entre des scientifiques et des académiques, parce que tout ce qui a été impliqué, développé industriellement, c'est des connaissances qui ont été développées à un moment. Des technologues et des industriels qui sont capables de faire ces transferts technologiques et de le faire bien et vite, et d'aller chercher aussi des petites innovations à certains endroits. Et puis la société civile et les décideurs politiques, parce que quand on décide de lancer, d'avoir des subventions pour l'installation de photovoltaïque, de stimuler la filière, de stimuler l'installation de photovoltaïque, c'est aussi ça qui se produit. Voilà. Et mon message final, c'est juste le début. On est à l'ère du photovoltaïque et vous allez voir, ça va être une des technologies les majeures de la transition énergétique. Voilà. Et je vous remercie.